Bienvenue dans le cours de Productique. Ce cours va porter sur la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur. Voici le plan général du cours de Productique. Il comporte des éléments liés à la conception assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, les machines-outils à commande numérique, les robots et dispositifs de transfert, ainsi que le système manufacturier d'exécution, dit MIS en anglais pour Manufacturing Execution System, ainsi que le point de vue des projets d'installation que vous vivez actuellement, notamment avec le point de vue de la maîtrise d'œuvre ainsi que la maîtrise d'ouvrage, et puis des techniques avancées et de l'automatique qui permet la régulation à la fois des machines-outils et des robots. Bien, dans ce cours, nous allons nous focaliser sur la conception et la fabrication assistée par ordinateur, que l'on appelle également la CFAO. Pourquoi est-ce qu'il y a deux termes? Parce que les techniques de CAO ne sont pas les mêmes que celles de FAO, et lorsque l'on parle de point de vue un petit peu plus général, on voit que l'on emploie des ordinateurs pour aider à la fois la conception et la conception du produit, mais aussi la conception de la gamme de fabrication, donc on parle de CFAO. Dans ce cours, nous allons voir plusieurs points. Tout d'abord, parler d'un petit rappel historique de qu'est-ce que c'est que la CFAO. Puis nous allons voir des éléments de base de la CFAO, des notions mathématiques qui sont sous-jacentes à la CFAO, et puis quelques éléments techniques particuliers de CFAO, ce que moi j'appelle les boutons des outils de la CFAO. Alors, sont au programme de l'examen cette partie-là et cette partie-là. Cette partie-là est uniquement informative. La CAO et la FAO, c'est quoi? Tout d'abord, la CAO signifie conception assistée par ordinateur. Ça permet de dessiner des pièces, de faire des dessins d'assemblage, mais également de faire de l'ingénierie, c'est-à-dire du calcul de structure pour des résistances à des forces extérieures ou la résistance d'une portance, par exemple, et puis de faire des simulations de force, de contraintes, de résistance au choc, des comportements en usage. Cela permet également de suivre et de respecter un cahier des charges qui aura été préalablement établi. Dans ce cours, nous nous focaliserons uniquement sur le dessin d'une pièce. Nous vous référerons à des cours en mécanique pour tous les calculs de structure ainsi que les simulations dynamiques. Commençons par regarder le SADT d'un outil de CAO. Je rappelle que le SADT est une représentation qui permet de représenter des entrées et des sorties ainsi qu'une activité. La CAO part d'une idée de conception, permet de dessiner une pièce et d'en réaliser un dessin 3D avec une géométrie, un paramétrage de la pièce et des cotations associées. Pour cela, il est contraint par un cahier des charges et utilise un logiciel spécifique ainsi qu'un concepteur. Ça peut être également une équipe de conception. La fabrication assistée par ordinateur, dit FAO, permet quant à elle de calculer les trajectoires des outils pour la fabrication, de l'usinage, du moulage, du forgeage ou autre. L'assistance pour la génération automatique des programmes de commande machine fait partie également de la FAO. Si on fait le SADT de la FAO, on part d'un modèle de pièce à fabriquer pour obtenir des trajectoires d'outils et des lignes de commande. Pour cela, on va utiliser un logiciel de FAO, ainsi ce qu'on appelle un gamiste, et on va utiliser des bases de données ou des connaissances des outillages, ainsi que les directeurs de commande, qui sont les outils qui servent à commander les machines-outils. Dans ce cours, nous nous bornerons à de la fabrication assistée par ordinateur centrée sur de l'usinage. Il existe d'autres outils pour le moulage, pour le forgeage, ou bien pour de la simulation avancée dans d'autres procédés, de la plasturgie, de la fabrication de semi-conducteurs. Pourquoi faisons-nous de la CAO? Eh bien, tout d'abord pour limiter les erreurs humaines, faciliter les modifications. C'est pas simple de faire une modification sur un plan 2D en 4 vues avec un crayon et une gomme. La modification est beaucoup plus rapide
en CAO. La CAO permet d'uniformiser les résultats et leur présentation et de stocker efficacement les conceptions. Enfin, c'est l'élément de base pour créer une chaîne numérique. Alors la chaîne numérique, ce n'est pas LCI ni la TNT pour les Français, c'est l'ensemble CAO, FAO, MIS, MSON, ERP. Il est possible d'avoir uniquement ce dispositif ou uniquement ce dispositif avec une déconnexion entre les deux. Cependant, une véritable chaîne numérique partira de modèles numériques pour en faire des gammes et ensuite les piloter les machines-outils, mais également la gestion et le contrôle manufacturier. La CAO trouve son origine avec les travaux de Pierre Bézier en 1958. Vous avez une illustration de Pierre Bézier ici. Sa volonté était de créer une chaîne de commande intégrée au dessin 3D, du dessin 3D à la machine. Alors actuellement, vous expérimentez ça tout le temps. Lorsque vous faites une impression d'une feuille de papier, sur une feuille de papier, vous parcourez cette chaîne numérique. Vous avez un modèle 3D de votre écriture qui est ensuite transformé via un système de transformation, un logiciel de transformation, en un code exécutable par une imprimante qui elle-même va imprimer, va exécuter un second code pour piloter chacun des axes. Mais ça, en 58, ça n'existait pas. Donc c'est ce monsieur qui a initié ces travaux. L'objectif avoué, là où il travaillait, c'était à la régie Renault, donc fabrication de voitures, était de réduire le temps de mise sur les marchés des nouveaux modèles de voitures et de permettre à partir d'un dessin de créer des équations de trajectoire et non pas le contraire, c'est-à-dire la possibilité de trajectoire de machine, de créer certaines formes et donc de fabriquer que certaines voitures, certains types de voitures. Donc ce monsieur était un mathématicien et il a inventé ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Ce sont des interpolations de points. On dessine des points et on fait passer des courbes au travers. Les applications sont multiples, il y a les applications CAO, mais aussi tous les formats PostScript qui permettent de créer des fontes et des polices de caractères. Passons à présent aux éléments de base de la CFAO. Dans tous les logiciels de CFAO, nous allons retrouver certains concepts. Le premier est le point. Il peut être défini de deux manières. Il peut être défini dans un espace dit euclidien, en 2 dimensions ou 3 dimensions. Basé dans cet espace, nous avons une définition de distance qui est très simple, c'est simplement la distance entre deux points et donc la différence des coordonnées, en x, en y, en z. Le point peut être défini dans un espace dit paramétrique, où il a une position sur une courbe, ou bien sur une surface. Là, la notion de distance est moins triviale, c'est ce qu'on appelle les distances dites curvilignes. Dans tous les logiciels de CFAO, on retrouve également des courbes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une courbe? C'est ce qu'on appelle une variété à une dimension immergée dans un espace de dimension supérieure. Par exemple, on peut avoir des courbes planes en 2 dimensions ou en 3 dimensions des courbes gauches. Les courbes planes sont définies par la position, la tangente à la courbe et la courbure. Les courbes gauches en 3 dimensions sont définies par la position, la tangente, la courbure et ce que l'on appelle la torsion. Voyons à présent ce que signifient ces termes. Tout d'abord, la courbure. C'est le taux de déviation de la courbe par rapport à une droite. Le rayon de courbure, c'est l'inverse de la courbure. Et on définit un vecteur normal à la tangente t, comme n, qui pointe vers le centre de la courbure.
La torsion signifie la déviation de la courbe par rapport à un plan qui est formé par la tangente et le vecteur normal n. Donc nous avions la tangente, le vecteur n, ça forme le plan. Et la torsion, ça va être la déviation de la courbe par rapport à ce plan-là. Donc si on représente ce plan, ça va être la façon dont la courbe sort vers vous ou va derrière la vidéo. Une courbe plane, eh bien, a une torsion nulle puisqu'elle reste tout le temps dans ce plan. On définit le vecteur normal à la tangente, t et à n. Donc c'est un vecteur, si on le représente en vue de dessus, comme le vecteur b. Donc ça va être le vecteur qui va être représentatif de la torsion. Voilà. Donc le vecteur b pointe vers le centre de la torsion. Vous en avez une illustration ici. Dans tous les logiciels de CFAO, on a ce que l'on appelle des histoires de continuité. Alors, les courbes peuvent être discontinues, comme ici. Elles peuvent être continues en position, c'est-à-dire qu'on a juste un point de connexion. Elles peuvent être continues en position et avoir des tangentes qui sont identiques. Et puis, les courbes peuvent être continues en position, en tangence et en courbure. On appelle ces positions discontinues C0, C1 ou C2. Ce sont des types de continuité. Nous avons parlé des variétés de dimension 1, qui sont les courbes, immergées dans des espaces de dimension supérieure, 2 ou 3. Mais il existe des variétés de dimension supérieure à 1, 2, immergées dans un espace de dimension 3. Par exemple, les surfaces, on peut avoir des surfaces de ce type. C'est pas très précis, c'est illustratif. C'est bien une surface de dimension 2 dans un espace de dimension 3. On définit ces variétés par le plan tangent à la surface, le vecteur normal et puis différentes courbures. Il existe plusieurs moyens pour représenter ces surfaces. De manière explicite, avec une équation qui va lier les x, y et z, ou bien une fonction qui va lier la position avec l'angle, ou les différents angles. Il existe aussi ce que l'on appelle une représentation implicite, dans laquelle on va avoir une équation liant les x, y et z, mais x, y, z égale à 0. Donc la courbe est en fait la solution de cette équation. Et puis on peut avoir une représentation dite paramétrique où l'on a des courbes préprogrammées qui sont simplement paramétrées. Les représentations explicites dépendent des axes de référence. Il n'y a pas de définition multiple, c'est-à-dire plusieurs valeurs de z pour une valeur de x et de y. Et pour un système d'axes donnés, on a une définition unique. Dans le cadre des commandes automatisées, ceci n'est pas très commode étant donné que l'on peut avoir plusieurs points de référence. Enfin, les courbes explicites, comme vous les avez déjà vues, ne peuvent pas former des courbes et des surfaces fermées en une seule équation. Il en faut plusieurs. Par exemple, un cercle va être représenté par deux équations. Les représentations implicites, quant à elles, permettent de lever cette ambiguïté. On peut avoir une représentation d'un cercle sous forme d'une équation unique. On peut savoir, avec cette représentation, donc on a, par exemple pour le cercle, x carré plus y carré moins 1 égale à 0, donc on peut avoir une représentation qui dit on appartient ou non au cercle, c'est-à-dire qu'on est sur le cercle si on vérifie cette équation, mais si on vérifie un inférieur, on va se situer à l'intérieur. Et
si l'on vérifie une autre inégalité, on va se situer à l'extérieur. Donc ça permet de définir l'appartenance ou non à la courbe, ainsi qu'une frontière avec un positionnement par rapport à cette frontière. Grâce à cela, on peut avoir des opérations sur les courbes, faire des courbes de niveau, ainsi que définir des ensembles. Donc ça, c'est un point très important. On peut également, avec cette représentation implicite, faire des opérations sur les courbes, notamment faire des aplatissements, des agrandissements avec certains facteurs. Il suffit de multiplier la fonction par un certain coefficient. Et puis, on peut définir des formes dites normales par des gradients de ces fonctions. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque ce diapositive est hors programme, mais avec ces représentations implicites, on peut définir des notions de courbure, des notions de torsion, ainsi que manipuler des volumes par des actions d'union, d'intersection, d'addition et de soustraction. Mais cela, je vous répète, est hors programme. À partir de ces représentations de points, de courbes et de surfaces, on a trois catégories d'outils. Tout d'abord, les outils dits CSG, qui vont être basés sur des représentations d'équations. On va décrire notre produit avec des équations. Puis des modèles paramétrés qui vont utiliser des formes prédéfinies que l'on va paramétrer, et puis des modèles mixtes qui vont utiliser à la fois des outils, des représentations préconfigurées et des représentations par équation. Le premier outil que je souhaite vous présenter est OpenSCAD. C'est un outil gratuit qui peut être téléchargé directement sur Internet et qui permet de représenter un volume avec différentes équations et de faire des manipulations d'intersection, de surface, des rotations en manipulant toujours des équations. Donc vous avez un champ dans lequel vous rentrez l'équation, un champ de visualisation, un champ de compilation et un champ de visualisation. Les modèles purement paramétrés, où vous n'avez que quelques paramètres, n'existent plus. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il en existe, vous les utilisez très fréquemment. Ce sont les outils qui vont vous permettre d'utiliser, par exemple, des ronds, des carrés, des triangles dans votre utilisation quotidienne, des outils de style Paint. Les modèles mixtes, quant à eux, foisonnent. Vous avez les logiciels classiques CATIA, AutoCAD, Esprit, ProEngineer, SolidWorks, et puis des gratuits GSimple, OpenCascade, Google SketchUp. Vous avez ici FreeCAD, une illustration de FreeCAD qui est la version OpenCascade, qui est basée sur OpenCascade et open source de CATIA. Alors c'est pas CATIA, c'est pas Dassault Systèmes qui le fait, c'est OpenCascade. Vous avez ici la représentation de GSimple qui est un outil essentiellement fait pour la CFAO, pour la FAO, mais qui permet aussi de représenter des pièces en CAO de manière paramétrée. Voyons à présent quelques notions mathématiques pour la CFAO. Nous avons vu les éléments de base que sont les points, les courbes, les surfaces, ainsi que quelques outils associés. Rentrons plus en détail dans les aspects mathématiques. Alors je précise que cette partie-là n'est pas au programme de l'examen. Tout d'abord, regardons tout d'abord l'approximation de fonctions. Regardons tout d'abord l'interpolation polynomiale. On va regarder dans un ensemble AB de R, T1, Tn, point de R, tel que A inférieur ou égal à T1, qui est inférieur ou égal à T2, etc., jusqu'à Tn, qui lui-même est inférieur ou égal à B. Ainsi que R1, Rn, point de R. On note θ, T de R, la fonction, telle que f est définie de AB dans R, f est continue, tel que pour tous les points i variant de 1 à n, f de ti égale à ri. C'est-à-dire c'est la fonction f qui est continue sur AB qui va en chacun des points ti prendre les valeurs ri associées.
L'interpolation polynomiale va consister à faire passer un polynôme par chacun de ces points. Donc on part de cette fonction-là et on va dire que f est un polynôme. Alors, il existe le théorème de Lagrange qui dit que il existe un polynôme et un seul de degré inférieur ou égal à n-1 dans Trn. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctions θ, t, r, il y a un ensemble de fonctions, des fonctions sinus, des fonctions exponentielles, des fonctions quelconques, mais il n'existe qu'un seul polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 qui vérifie les conditions de θ, tr. Donc pour pouvoir trouver ce polynôme, eh bien, on écrit le système d'équations. Pour chacun des points, on vérifie que f de tj égale à rj. Comme c'est un polynôme de degré n-1, on va remplacer la fonction f par cette fonction polynomiale, donc la somme pour i variant de 0 à n-1 de AIT puissance i de j égale à rj. Et donc on a un système à n équations, n inconnues, qui permet de résoudre les AI, et donc la fonction polynomiale, et donc on résout ce système d'équations n inconnues, n équations. La résolution de ces systèmes d'équations nous fait tout d'abord passer par ce que l'on appelle les polynômes de Lagrange élémentaires. Donc c'est un ensemble de polynômes de degré n-1 qui vont prendre la valeur 1 si i égale à j et 0 sinon. C'est-à-dire qu'en ti, li, le ième polynôme, va valoir 1 et 0 sinon. Alors, ces polynômes sont définis de cette manière. Donc pour li de t, ça va être le produit des t moins t-1, t moins t-2 sur t moins t-n, divisé par ti moins t1, ti moins t2, ti moins ti-1, puis ti moins ti plus 1, vous voyez que c'est pas ti moins ti, sinon ça ferait division par 0, et ti moins tn. Donc ce polynôme vaut bien 0 en t pour ti, vaut bien 1 pour ti égale à pour tj égale à ti, et vaut bien 0 sinon. À partir de cette base, on peut dire que on exprime le polynôme de Lagrange, Pn-1 de t, comme la somme pour i variant de 1 à n des f de ti multiplié par les polynômes li de t. Et donc, on a une expression de ce polynôme d'interpolation qui passe par ces n points. Alors pourquoi ça c'est important? C'est important parce que en CAO, vous allez dessiner des points et vous allez faire passer des courbes au travers de ces points. Et pour dessiner cette courbe, si vous voulez avoir une représentation, eh bien, il n'y en a qu'une unique qui passe par ces n points, c'est les polynômes de Lagrange. Malheureusement, pour n supérieur à 10, les polynômes de Lagrange ont des variations importantes entre t0 et tn. Et l'interpolation entre chacun des points, c'est-à-dire ici, là, eh bien, est de piètre qualité. Et c'est ce qu'on appelle, on a des fortes variations. On va avoir peut-être ce phénomène-là qui va se passer. Donc par rapport à une interpolation, on peut avoir d'autres fonctions qui ne sont pas polynomiales, qui auront un écart moins important par rapport à l'interpolation de Lagrange. Donc oui, il existe une fonction polynomiale, mais cette fonction polynomiale n'est pas forcément représentative d'une fonction très lissée. C'est ce qu'on appelle la stabilité de Runge. Dans ce que l'on vient de présenter, on a fait une interpolation qui passait uniquement par des points. Donc on avait ce qu'on appelle la continuité en un point. On a garanti qu'on avait une continuité en un point uniquement. Si maintenant, pour chacun des points, on impose une contrainte supplémentaire qui est que on veut avoir une continuité
de la tangence, donc de la dérivée, à ce moment-là, on peut avoir d'autres équations qui viennent contraindre les polynômes, et si l'on reste sur une base polynomiale, eh bien, on va avoir un ensemble d'équations supplémentaires liées à ces dérivées, et qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle les polynômes dits d'Hermite. Cela va permettre d'une part une représentation plus lissée pour la CAO, mais également pour d'autres applications pour pouvoir représenter un solide avec des conditions aux limites. Et ça, c'est utilisé en calcul de structure, mais aussi en simulation numérique pour pouvoir définir des conditions aux limites, soit de tangence, soit de comportement. Pour faire de l'interpolation polynomiale correcte, on va utiliser le théorème suivant. Pour alpha 1, alpha n appartenant à grand N, il existe un unique polynôme de degré au plus n égale à petit n plus somme pour i variant de 1 à n de alpha i, tel que pour tout i variant de 1 à n, f de ti égale à ri, et f, la dérivée alpha im de f en ti, égale à une condition qui est égale à lambda i fois ai. Ça, c'est très important. Cette première condition va nous permettre de garantir la continuité dite C0. Puis ces conditions-là vont nous permettre de garantir la continuité dite C1 ou C2. C'est-à-dire qu'on va avoir une valeur de courbure, voire C3 avec la torsion. Ainsi, un polynôme de degré 3 est déterminé par sa valeur en 2 points et par sa valeur en ces 2 points de sa dérivée, et par la valeur en ces 2 points de sa dérivée seconde. Donc ça, c'est un point très important, ça permet de garantir des éléments, des polynômes qui vont garantir certaines propriétés en des points. Pour définir la précision de l'interpolation polynomiale, on va définir ce qu'on appelle l'erreur d'interpolation. Ça, c'est donné par une fonction qui va être l'écart entre la valeur de la fonction moins la valeur entre le polynôme. Ça veut dire qu'il faut bien sûr connaître la fonction f. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si la fonction f vérifie certaines propriétés, par exemple qu'elle est Cn plus 1, c'est-à-dire qu'elle est dérivable n plus une fois et puis que sa dérivée n plus unième est continue, alors on sait donner une expression de cet écart, cette erreur d'interpolation. Et c'est donné par cette formule-là, qui est essentiellement due au développement limité de Taylor en un point de la fonction f. Donc, sur un intervalle, on peut donner l'expression de l'erreur E de t. Cette expression est donc très intéressante. Elle nous montre que l'erreur dépend d'un majorant de la dérivée n plus unième de f, et puis du maximum que on leur note Sn de t. Donc pour pouvoir interpoler judicieusement et minimiser l'erreur, on va chercher à positionner les ti pour minimiser cette erreur. Alors, il y a eu de nombreuses recherches sur la question, et puis Pafnuty-Tchebychev a proposé des points particuliers, que l'on appelle les points de Tchebychev, qui permettent de minimiser cette erreur-là. Voici leur expression. Je vous rassure, ce ne sera pas à l'examen. Une technique pour diminuer l'erreur, mais aussi pour diminuer le nombre de calculs, c'est de réaliser des intervalles sur des petits morceaux, plutôt que de le faire sur un grand ensemble. Alors il y a un théorème qui a une propriété intéressante, qui est que si l'on travaille par morceaux, eh bien sur chacun des morceaux, on n'aura que un petit polynôme à résoudre, et que cela suffit pour converger vers une solution qui est tout aussi bien que celle qu'on pourrait avoir sur un ensemble complet. Alors, ce théorème est le suivant.
Donc c'est l'ensemble des fonctions de θ tr de classe ck-1 sur T1 Tn, dont la restriction à chaque ti i plus 1 est un polynôme de degré au plus k. Donc, ça c'est la fonction. Donc, ça, c'est un espace, donc cette fonction restreinte là, l'ensemble des fonctions restreintes est un espace convexe dépendant de k-1 paramètres. C'est-à-dire que pour chacune des fonctions de cet espace, il suffira de k-1 paramètres pour pouvoir le décrire. Donc ça veut dire que sur ti plus 1, il suffira de k paramètres pour pouvoir décrire la fonction d'interpolation sur ti plus 1. Donc ça a une propriété intéressante, c'est-à-dire que il suffit que l'on veuille par exemple une classe C2 d'interpolation pour que sur chacun des intervalles ti plus 1, on ait simplement des polynômes de degré 2 à résoudre, ou voire des polynômes de degré 1. Ce que l'on va voir par la suite. Donc, par exemple, on a l'habitude de travailler des interpolations par morceaux avec des polynômes de degré 1. Par exemple, cette courbe, on voit qu'on a ici la courbe en pointillé, et puis on a une approximation par des lignes droites. Et on sait que plus on va faire d'approximations, plus on va pouvoir utiliser des lignes droites pour pouvoir faire ces approximations. Petite convexité. Avec des polynômes de degré 2, c'est un peu moins, on a déjà un peu moins l'habitude, parce que ça va dépendre de la pente initiale. Donc on va avoir une condition sur, c'est toujours en pointillé la fonction initiale, on va avoir plusieurs interpolations possibles, et si on rajoute des conditions sur les pentes, eh bien on va avoir, sur les pentes initiales, on va avoir des continuités sur les pentes qui vont nous générer plusieurs solutions possibles. Parmi les différentes courbes d'interpolation polynomiale par morceau, je voudrais juste rapidement présenter les splines, ou en français lat. Et ce sont des fonctions définies par morceaux, par des polynômes. Ces courbes sont employées pour éviter le phénomène d'instabilité de Runge, et elles sont employées pour approximer des contours complexes et en avoir un modèle mathématique. Voilà comment est définie une spline. Donc, sur un intervalle AB de R avec k-1 points tels que A égale à T0, qui est inférieur à T1, qui est inférieur à T2, qui est inférieur à TK-2, qui est inférieur à TK-1, qui peut être égal à B. Donc S est une fonction de AB dans R, est appelée spline de degré n si S est Cn-1 sur AB, et si la restriction de S à l'intervalle ti plus 1 appartient à Pn, c'est-à-dire un polynôme de degré n, et sur chaque intervalle ti plus 1, S est un polynôme donc de degré n. On appelle ti STI les points de contrôle, c'est-à-dire que en chaque point TI, S prend la valeur S en TI. A priori, ça ressemble à ce que l'on a fait pour l'interpolation polynomiale, pas par morceau. Donc on va avoir n plus une valeur de TI, qui va former un intervalle n intervalle sur TI moins 1 TI, et on va chercher un polynôme de degré R par morceau, f tilde, tel que la restriction de f tilde sur ti plus 1 appartient à l'ensemble des polynômes de degré R sur T. Donc pour chaque intervalle, on va devoir déterminer R plus 1 coefficient, puisque c'est un polynôme de degré R. Comme il y a que n intervalles, comme il y a n intervalles, on a n fois R plus 1 coefficient à déterminer. C'est le produit des deux. On sait que la fonction f tilde est CR-1, c'est-à-dire que la dérivée km est continue en TI, et ça pour tous les i, et pour tous les cas qui varient de 0 à R-1. Donc il y a R-1 fois N-1 relations par ce biais qui peuvent être définies, puis qui vont définir et qui vont contraindre autant de coefficients. Donc au total, il y a n plus R coefficients à déterminer. Comme f tilde de ti sont déterminés, il y a n plus une valeur en plus, et il reste donc R-1 paramètres à déterminer. Alors, ces paramètres à déterminer sont à fixer pour pouvoir résoudre le système.
Alors pour ce qu'on appelle des splines cubiques, ce sont des polynômes de degré 3, ben, il y a deux paramètres à fixer. Donc prenons l'exemple des splines cubiques. Donc on cherche à déterminer S de t, qui est une fonction de classe C2, polynomiale de degré 3, par morceau qui vérifie S de t i égale à RI. Les inconnus intermédiaires sont S seconde égale à alpha i, et pour tout point sur ti plus 1, on a STI qui est un polynôme de degré 1, et S seconde de t par exemple qui est un polynôme de degré 1, et S seconde de t qui vérifie cette équation-là. Ça vérifie l'équation d'une droite. Une droite de coefficient alpha i plus 1 alpha i. Donc on va avoir une expression de S de t qui va être un polynôme de degré 3 qui va s'exprimer sous cette forme-là. Avec deux constantes d'intégration à déterminer. Ces deux constantes d'intégration, eh bien, on va pouvoir poser des conditions en i plus 1 en i, puisqu'on connaît les valeurs. Si l'on écrit hi égale à ti plus 1 moins ti, on va avoir cette relation-là, et donc on va avoir une expression polynomiale de degré 3 de cette valeur-là. Reste à déterminer les alpha i. Reste à déterminer donc ces différents coefficients. Pour cela, on a besoin d'équations supplémentaires. On peut les fixer comme on veut, mais on peut aussi s'appuyer sur certaines propriétés physiques que l'on veut faire transparaître dans ces équations. Donc on peut par exemple encastrer les lattes, avoir des continuités, des propriétés de continuité, ce qu'on appelle les appuyer, avoir des continuités de dérivation d'ordre 2, ou bien par analogie avec le bois souple, c'est de là que ça vient, ce terme de latte, minimiser l'énergie de flexion, c'est-à-dire l'écart par rapport à une position, on va dire, naturelle de la latte, et donc minimiser que les équations minimisent une certaine fonction, ou bien avoir des représentations périodiques. Donc pour déterminer le calcul des coefficients, donc on écrit ces conditions de continuité, et puis on obtient donc les n-2 équations pour n inconnus. À cela, on ajoute les équations précédentes du type de spline, et on obtient l'ensemble de la formulation. Alors ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est essentiellement que vous compreniez d'où sortent les graphiques que vous allez pouvoir dessiner. C'est sûr que pour vous, ça sera transparent. Vous allez dessiner des points et puis il va y avoir des extrapolations au travers de ces points. Mais l'ordinateur calcule, pour la plupart du temps, calcule des équations pour pouvoir représenter les courbes ou les surfaces qui passent par ces points que vous dessinez. Alors, dans le cadre du cours de productique, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à exprimer des courbes complexes pour, par exemple, avoir des équations, pour faire à la fois du dessin, mais aussi pour dessiner des surfaces dites gauches, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'espace, elles ont des formes avec des torsions, elles ne sont pas simplement planes, et donc ça permet après de piloter des axes de machine-outil, comme là on en a un exemple ici, et ça permet de créer des formes complexes d'engrenages, des formes complexes d'ellipsoïdes, des formes complexes par exemple de pales d'hélices de turbine. Bien sûr, pour ceux qui ont fait un petit peu de mathématiques, vous savez que l'approximation de fonctions par des polynômes permet donc d'identifier un nuage de points par une base de polynômes. Mais au-delà de cet intervalle approximé, les valeurs généralement ne veulent plus rien dire, et puis on cherche d'autres fonctions d'approximation qui permettent aussi d'extrapoler ces valeurs. Alors, cela veut dire que dans un dessin, vous faites vous faites passer des points par ces points des graphiques et des courbes, pardon, et au-delà de ces courbes ne sont plus représentatives de votre dessin. Donc ça, c'est la limitation de la représentation par polynôme.
Jusqu'à présent, on a représenté des approximations de fonctions à partir de polynômes et à partir d'une représentation par nuage de points. Les logiciels de CAO et de FAO permettent de représenter également des courbes. Pour cela, nous allons regarder ce qui se dit du côté de la définition de la géométrie différentielle. Eh bien, on a ce qu'on appelle des arcs paramétrés, donc c'est un espace affine de dimension 3, avec un repère orthonormé direct, dans lequel on a une fonction R qui, à chaque instant t de AB dans E, va associer 3 points, x de t, y de t et z de t. Donc x de t, y de t et z de t sont des éléments continus, dérivables et continus, dont la dérivée est continue. Et ce que l'on appelle, si on appelle C l'image de AB par R, eh bien c'est ce qu'on appelle un arc paramétré de classe C1. C'est la définition mathématique. Pour un tel arc paramétré, on définit le repère dit de Freinet. Tout d'abord, on a la variation curviligne, qui est exprimée par la variation ds, qui est la racine carrée de x' carré plus y' carré plus z' carré fois dt. On a ensuite le vecteur tangent, qui est exprimé comme la variation de m par rapport à ds. Puis on a le vecteur normal au vecteur tangent. Et on a le repère, donc le vecteur normal au vecteur tangent et au vecteur de courbure, qui est le vecteur de torsion, B. Ces trois vecteurs permettent donc de définir en chacun des points dans l'espace. Lorsque l'on a un ensemble d'arcs paramétrés, ces ensembles vont former ce que l'on appelle des nappes paramétrées. Donc une nappe paramétrée est définie par une fonction qui à chaque couple UV va définir un ensemble de points M dont les coordonnées x, y et z vont dépendre de ces deux paramètres U et V. C'est ce qu'on appelle une nappe, S est appelée une nappe paramétrée. On va avoir des isovaleurs sur cette nappe en fonction du moment que l'on fixe U ou V. Alors ici, il y a une petite erreur, c'est G de V0. Donc en fonction de ça, on va avoir des isovaleurs, soit si l'on fixe les valeurs, on fait varier les U, ou bien si l'on fait varier les V. On va avoir création d'autres arcs. Donc on va parcourir en fait cette nappe paramétrée en fonction de ces variations. À partir de cette définition de fonction, on va avoir bien sûr, à partir de cette définition de nappe paramétrée, on va avoir la définition de ce qu'on appelle le plan tangent, qui va être la dérivée au point M de cette nappe paramétrée, soit en U, soit en V. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça? On fait ça pour pouvoir représenter des fonctions particulières aux propriétés connues. Et c'est ça qui est très important, que l'on peut maîtriser, que l'on peut tester et que l'on peut représenter dans l'espace. Donc l'idée, c'est d'avoir une représentation d'un solide sur laquelle on va pouvoir appliquer des modèles mathématiques et faire des calculs avec. Revenons un instant à Pierre Bézier, que l'on a vu en introduction de la CAO. Pierre Bézier a inventé ce que l'on appelle une catégorie d'arcs paramétrés, qui s'appelle les courbes de Bézier, qui sont des arcs paramétrés qui sont exprimés par des polynômes d'ordre n, dits des polynômes de Bernstein. Donc, à une base, il va représenter des points OAK, OA0, OA1, OA2, OA3, et ces points-là vont permettre de paramétrer un ensemble de courbes que je vais représenter ici en rouge, en pointillé rouge.
Et en bougeant ces points A0, A1, A2, A3, on va pouvoir faire passer la fonction OM de t, qui sera exprimée comme un polynôme particulier, par différents points. Alors pas par les points de contrôle et de paramétrage ici, non, mais par les points en pointillé ici. Donc je répète, en jouant sur ces points de contrôle A0, A1, A2, A3, on va jouer sur la fonction, sur la forme de cette fonction ici, et pouvoir la faire passer par n'importe quel point entre 0 et 1. Alors les courbes de Bézier sont utilisées pour leurs propriétés, essentiellement pour des propriétés pour leur construction, pour des propriétés pour leur tangence, des propriétés de raccordement et pour leur interpolation facile. Je vous renverrai au livre de Pierre Bézier sur les courbes et surfaces, que vous pouvez trouver sur Internet, pour de plus amples explications sur le fondement mathématique de ces courbes, et puis pour leurs usages. Je vous répète, ces connaissances ne seront pas interrogeables. Venons-en à présent à la présentation de quelques outils de CFAO qui vont mettre en musique les éléments de base et notamment les notions mathématiques. Alors cette partie est beaucoup moins mathématisée que la précédente et va en plus vous décrire des outils qui vont être utilisés. Donc les outils de la CAO sont bien sûr basés sur les notions mathématiques précédentes, qui sont en fait les concepts de base qui sont sous-jacents aux outils de CAO actuels. Leurs objectifs sont de pouvoir représenter une idée. Vous avez l'idée de, je ne sais pas, créer un stylo, créer une armoire, créer un meuble, peu importe. Vous voulez le représenter. Vous avez le plan en 2D, et puis vous avez un outil CAO qui va vous permettre de représenter cela. Donc la CAO va servir à ça. Va servir également à représenter une forme, mais dont les propriétés sont mathématiquement maîtrisées, et donc vont être utilisées pour pouvoir faire de la simulation et du calcul numérique. Donc, je vous renverrai à des cours qui sont des cours d'approfondissement à la fois sur la représentation d'objets et sur des méthodes de calcul d'intégrales par morceaux, notamment pour le calcul numérique. Mais c'est complètement hors sujet ici. Alors, les outils de CAO servent à limiter les erreurs humaines, à faciliter les modifications et à uniformiser les représentations pour pouvoir, d'une équipe à l'autre, avoir les mêmes façons de dessiner, de stocker les représentations dans un système d'information pertinent et, comme je l'avais mentionné, à initier une chaîne numérique dès la conception. Voici quelques traits communs au logiciel de conception assistée par ordinateur. Tout d'abord, on peut créer des pièces en 3 dimensions. Alors, la remarque ne s'applique plus. On peut sur les tablettes à présent créer des pièces en 3 dimensions. Il y a de nombreuses applications qui permettent de le faire. En 2012, ce n'était pas le cas. On peut créer des esquisses sur des plans. On peut créer des esquisses de construction. Ensuite, on peut également, à la fin du travail, fournir un produit dérivé de cette maquette en 3 dimensions et générer des plans. C'est-à-dire, on va faire le modèle 3D et à partir du modèle 3D, on va faire des plans. Historiquement, c'était le contraire qui se passait. On faisait les plans et on remontait au modèle en 3 dimensions en faisant une maquette, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la modélisation dans les logiciels de CFAO? Eh bien, on va commencer par une forme de base, une esquisse, que l'on appelle une esquisse. Puis, on va faire une transformation sur cette esquisse, une transformation dite solide. Par exemple, on va créer un volume, et puis on va faire une opération sur ce volume, par exemple, retirer un trou ou rajouter un élément. La conception paramétrique va consister à créer une esquisse et d'ajouter des contraintes dimensionnelles, par exemple, sur cette esquisse. On peut, à partir de ces contraintes, venir changer les paramètres, donc
qui sont mentionnés ici et avoir une modification de la forme. Vous voyez, cette partie-là a été agrandie, réduisant d'autant ces deux parties-là. Dans la plupart des outils de conception assistée par ordinateur, on a ce qu'on appelle des primitives de construction. On a la ligne, l'arc de cercle avec un point de cercle, des coniques avec généralement deux foyers, des profils multiples, des cercles, des splines ou des lattes, des rectangles et des points. Vous voyez que l'utilisation de splines, que vous avez déjà certainement dû utiliser par ailleurs, est complètement transparente aux notions mathématiques que l'on a vues précédemment. Il existe aussi des commandes d'édition et de modification spécifiques, par exemple l'effet miroir, la création d'un filet, la création d'un chanfrein, la création de décalage, dans ce sens ou dans celui-là, et la réduction de lignes. Lorsque vous faites un croisement, eh bien, le logiciel ne sait pas si c'est un croisement effectif ou si c'est une erreur, et donc on peut supprimer, tout comme je vais effacer ici cette partie, mais la fonction suppression, le logiciel va la faire automatiquement, donc c'est cette fonction trim. Ou bien, pareil, si on a fait cette forme-là, il se peut qu'on veuille étendre, ce soit une erreur, et l'on veuille étendre au point, à la courbe le plus proche ou à l'arc le plus proche, la fonction ou le dessin, et donc on veuille connecter les deux arcs. C'est la fonction extend. Voici l'interface de CATIA V5, une interface que j'ai reprise de la version de CATIA disponible en 2012. Actuellement, la fonction de CATIA V6 est en cours d'installation. Donc ce sont des environnements classiques avec des environnements menus, d'aide, de fichiers, d'applications à l'intérieur de boîte à outils à l'intérieur de l'application et de la position où est-ce que l'on est actuellement. Voici un ensemble d'outils, des barres contextuelles. Certaines sont contextuelles, certaines sont activées en tout temps, que vous pouvez modifier et que vous pouvez utiliser en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans votre conception. Vous avez des commandes pour le dessin 2D, des commandes pour le dessin 3D, ainsi que des commandes générales. Alors, pour votre information, ces commandes-là ne sont pas évidemment à savoir par cœur, n'entrent pas dans le cadre de l'examen que vous aurez, mais ce sont simplement des fonctions mentionnées pour illustration. De nombreux outils de conception assistée par ordinateur proposent différents types de vues. Par exemple, une rotation, vous pouvez tourner votre dessin, vous pouvez zoomer à l'intérieur ou dézoomer à l'extérieur. Vous pouvez également utiliser des vues prédéterminées, la vue XY, la vue YZ, la vue XZ. Dans de nombreux logiciels de CAO, vous pouvez établir des contraintes dimensionnelles à des valeurs précises pour certains éléments. Et ces contraintes vont garder ces dimensions contraintes constantes pendant que le reste du dessin évolue. Vous pouvez avoir des contraintes de distance, de longueur, de demi-axe de conique, de diamètre, de rayon, d'angle, de point médian, d'équidistance. Mais vous pouvez aussi également avoir des contraintes de position permettant de placer une primitive, c'est-à-dire une forme graphique, par rapport à une autre primitive graphique ou un autre élément du dessin. Généralement, les plus communes sont le parallélisme, la perpendicularité, la coïncidence, la concentricité, la tangence, l'horizontalité, la verticalité et la symétrie. Une catégorie de logiciels de conception assistée par ordinateur sont les outils de conception de fabrication assistée par ordinateur. Donc ces outils vont chercher à optimiser certains paramètres, notamment de l'usinage ou de tenue mécanique, et ces paramètres vont être issus de calculs. Ainsi, par exemple, les outils de fabrication assistée par ordinateur vont chercher
les trajectoires d'outils qui permettent de minimiser une fonction de coût de fabrication. Les logiciels de fabrication assistée par ordinateur ont les mêmes fonctions généralement que le logiciel de CAO, mais ils ont des modules spécifiques et dédiés pour la création de trajectoires d'outils. Alors pour appliquer un logiciel de FAO, généralement on commence par faire de la conception assistée par ordinateur du produit, puis on vient utiliser le module dit de fabrication, puis on vient faire une étape dite de post-processeur, puis ensuite une étape dite de création du code. Alors par exemple, lorsque vous faites une impression, là vous utilisez Word. Là, vous allez utiliser un logiciel de mise en page qui va être Word également. Et cela va être transparent, va être le driver de votre imprimante. Cela, vous n'allez pas le voir, et cette partie-là va être la partie mise en page. Pour les machines-outils à commande numérique, c'est exactement pareil. Vous allez créer votre pièce, puis vous allez créer votre surépaisseur, votre brut, dans lequel vous allez faire les trajectoires d'outils, et puis ces trajectoires d'outils, une fois éditées, vont passer dans une moulinette qu'on appelle le post-processeur, et cette moulinette va ensuite générer un code G pour que la machine puisse l'exécuter. Alors, pour des raisons pédagogiques, je vais vous inciter à aller regarder le logiciel qui s'appelle GSimple. C'est un logiciel gratuit sous Windows qui est téléchargeable et qui permet de lire et d'échanger des fichiers au format DXF pour Drawing Exchange File. Ce format a été créé par la société Autodesk pour des fichiers AutoCAD il y a 30 ans de cela, et puis ils sont toujours encore utilisables. Donc je vous inviterai à aller regarder ce logiciel, à aller le télécharger et à aller regarder son mode d'emploi que l'on va voir dans très peu de temps. Voici une capture d'écran du logiciel GSimple. Le menu principal, une barre d'outils latérale, un positionnement des coordonnées actuelles, le dernier point cliqué, les derniers points sélectionnés, le type d'objet sélectionné et la possibilité de sélectionner ou pas des objets. Donc il y a des fonctions de base qui permettent de dessiner et qui permettent de faire des manipulations, notamment par exemple la création de symétrie. Le logiciel permet d'avoir différentes vues, une vue de dessus, isométrique, axonométrique et isométrique, mais orientée différemment. Les éléments sont essentiellement contrôlés par des boîtes de dialogue, que ce soit la table de la machine, l'origine de la machine, les systèmes de coordonnées, les blocs, les limites des machines, les limites des fixations, et si on est en dessin libre. La manipulation des vues se fait de manière intuitive, avec la roue de souris, pour ceux qui ont des souris avec des roues, ou bien des déplacements d'images, ainsi que la sélection d'objets. Le logiciel GSimple possède deux repères, le repère de la machine et le repère de travail. Pour le repère de la machine, son origine est placée sur les limites de la machine et n'est pas modifiée par le logiciel GSimple. Quant au repère de travail, il est toujours défini par l'usager et il est possible de le sélectionner par 9 codes G différents. Nous allons voir ce que c'est que le code G. Nous allons voir différents types de code G dans le chapitre sur les machines-outils à commande numérique, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que le code G, c'est le code qui permet de commander la machine à commande numérique. Donc il y a des codes qui permettent d'appeler des fonctions, qui permettent de définir la position de travail. Il est possible de paramétrer l'entrée du repère de travail par une boîte de dialogue spécifique. La bonne pratique est de paramétrer les informations du logiciel en fonction de ce qui va être employé réellement dans la machine. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir communiquer avec les gens qui vont employer la machine. Donc il est nécessaire que vous, concepteurs,
communiquer avec les opérateurs de machines-outils à commande numérique pour pouvoir savoir quelles sont les informations de paramétrage du repère de travail. Pour chaque ligne qui est dessinée, chaque élément, on va repérer le début de l'ouvrage et la fin de l'ouvrage. L'ouvrage étant l'action qui va être faite, notamment l'opération. Les objets manipulés par le paramétrage sont des blocs, des bossages, des poches, des trous, des filets, des trous oblongs, des gravures, des dessins simples ou des attaches. Commençons par les blocs. Nous allons définir les dimensions de blocs, des longueurs X, Y et Z, pour la forme des blocs. On va avoir un type de matériel. On va positionner le bloc, le 0 du bloc. Par exemple, c'est ici le 0 du bloc. Et puis, on va positionner dans la coordonnée machine la position du bloc. On va positionner également la position de l'outil par rapport au bloc. Un bossage, c'est une entité qui va ressortir d'une base. Par exemple, vous avez une base ici que l'on va appeler un parent, et vous avez un bossage qui est cette extrusion ici, qui va être réalisée sur cette base parent. Le bossage peut être rectangulaire, circulaire, octogonal ou bien défini par un utilisateur. Il est toujours appuyé sur une surface que l'on colorie ici en rouge. La surface parent, une fois sélectionnée, dans G-Simple, se colorie en rouge. Alors l'intérieur n'est pas colorié, mais le contourage est fait en rouge dans G-Simple. Pour faire un bossage rectangulaire, vous allez dans le menu Rectangular Bulge, et puis vous rentrez les différentes dimensions. Préalablement, il est nécessaire de sélectionner un objet parent. Pour faire un bossage quelconque, il est nécessaire de sélectionner les éléments graphiques bossage dans le sens anti-horaire, et je précise cela. Donc on vient dessiner le bossage et on vient les relier dans un sens anti-horaire en précisant c'est cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, celui-là, celui-là et celui-là qui vont servir au bossage avec une certaine hauteur qui vont permettre de faire cette extrusion. La hauteur étant identifiée ici. Le logiciel G-Simple a des tolérances. Nous avons vu qu'on avait différents types de continuité de points. Parfois, pour des raisons de dessin technique ou de précision de graphique, lorsqu'on va dessiner deux traits, la ligne 1 et la ligne 2, et ces lignes ne seront pas tout à fait continues. Il faudrait zoomer très fortement pour voir cet écart, epsilon. Alors cette imprécision de dessin, G-Simple peut la gérer et autorise une certaine tolérance pour connecter des lignes qui ne sont pas connectées. Bien sûr, des tolérances qui sont trop importantes induisent des erreurs dimensionnelles sur les pièces. Les poches sont également des éléments que l'on peut construire par G-Simple. Donc par construction, une poche est toujours construite par un retrait de matière à l'intérieur d'un ensemble plus vaste. Le bossage est un retrait de matière extérieure à la forme. Pour paramétrer des pièces, on procède de deux manières. D'abord, on sélectionne un contour
ou un objet de base parent. Si on ne fait pas cette sélection, on a un message d'erreur. Et puis on crée des poches à l'intérieur, des poches rectangulaires, cylindriques ou de forme quelconque, comme on peut voir ici. Donc là, on a une base parent en vert, sélectionnée, dans lequel on vient créer cette extrusion. Et au sein de cette extrusion, je vais la dessiner dans une autre couleur, on vient sélectionner cette base parent et on vient extruder cette partie-là. Le dessin sous G simple est réalisé par couche, tout comme on pourrait avoir des calques. Donc on a une couche 0, couche 1, puis couche 2. Les trous et filets peuvent être aussi paramétrés et composés à partir d'un dessin de cercle, d'un dessin parent qui doit être préalablement dessiné, sur lequel on va rajouter un filetage ou un trou. Les trous oblongs sont des poches spéciales qui ne peuvent pas servir d'objet parent. Donc à partir d'un trou oblong, on ne peut pas faire un autre trou oblong ou un autre trou ou un bossage. C'est une des limitations de ce logiciel, mais qui, je le rappelle, est gratuit, a plus pour une vocation éducative. Les trous oblongs se font par modification d'un trou, soit une modification XY du début du trou, soit modification XY de la fin du trou. Il est possible d'effectuer différentes gravures, de lignes, d'arcs, de cercles et même de textes. On va pouvoir venir paramétrer les gravures à partir d'un point. Par exemple, imaginons que l'on fasse une ligne. On va définir le point de début, le point de fin, de définir une largeur de gravure et une profondeur de gravure. Il est possible de définir également des coordonnées relatives, notamment à un point. Vous avez ici la boîte qui permet de créer des cercles, donc avec une position d'un centre, d'un rayon, une épaisseur de gravure et une profondeur de gravure. Vous pouvez également créer des gravures de texte. Bien sûr, il y a des limitations qui s'appliquent, notamment en termes de nombre de mots, mais vous pouvez le positionner, voir la hauteur de la boîte de gravure, le texte, créer le texte associé, avec un espacement des lettres, une échelle, une épaisseur de gravure ainsi qu'une profondeur. Donc ce sont une boîte de dialogue qui permet de le faire automatiquement. La partie 2D du logiciel G simple est relativement élémentaire, mais fonctionnelle et juste suffisante pour ce que l'on a à voir dans le cadre du cours de productique. On peut faire des lignes, des cercles, des arcs dans le sens horaire, des arcs dans le sens anti-horaire, et puis on a des mêmes interfaces pour... Les fixations sont représentées par des rectangles. Elles sont évitées lors de la génération du code, c'est-à-dire que le code est créé de telle manière à ce que l'outil contourne ces fixations. Elles sont représentées par une boîte de dialogue qui vont donner la longueur, la largeur, la hauteur ou la profondeur, ainsi que la position. Ces fixations sont évitées parce qu'on ne veut pas usiner la fixation. Un point important, la détermination de la fixation doit être réalisée suivant les règles de l'art de la fixation des objets. Donc je vous référerai au cours sur les machines-outils de base pour déterminer la position, l'isostatisme, les forces de serrage. Lorsque l'on doit fabriquer, et lorsque l'on conçoit la gamme de fabrication, il faut se poser la question des types de matériaux que l'on emploie pour savoir la vitesse de coupe, pour savoir les types d'outils que l'on va l'employer. On ne va pas usiner de la même façon du bois que de l'aluminium, que de l'acier très dur. Donc on va avoir une base de données à disposition de matériaux de classe, avec les classes suivantes, la dureté, l'élasticité, et on va avoir des groupes et des sous-groupes dans lesquels on peut rajouter des matériaux. Vous avez ici une illustration des groupes et des sous-groupes qui sont proposés de base dans le logiciel G simple. Donc il est possible de rajouter des matériaux en pesant sur la touche Nouveau, New, pour entrer le groupe, le sous-groupe, ainsi que les propriétés du matériau spécifique. L'objectif du logiciel G simple est donc de fournir un code pour l'usinage. On va
devoir définir les outils que l'on va employer pour couper. Donc on va avoir des géométries d'outils, le longueur, la diamètre, le nombre de plaquettes, ou le pas en cas des outils de taraudage, ou bien le nombre de plaquettes en cas d'outils de fraisage. Les caractères d'usinage, dépendant des matériaux à usiner, du groupe et des sous-groupes, sont également à rentrer, les vitesses de coupe, les vitesses d'avance, la profondeur de passe. Pour information, ce que je mentionne, on ne coupe pas une pomme cuite comme on coupe une pomme de terre. Là, c'est la même chose avec des matériaux. On ne coupe pas du bois de la même manière que l'on coupe un acier très dur. Un projet sous G simple requiert quoi? D'abord un nom de projet, un numéro de programme et un nom de fichier pour le code G, donc un identifiant, une dimension et un matériau du bloc, on va usiner dans quoi? Des entités, des bossages, des poses, des trous, des filetages, des gravures, les outils et leurs caractéristiques. Le logiciel G simple est un logiciel gratuit et il y a des fonctionnalités qu'il n'a pas. Par exemple, les interférences ne sont pas gérées. Si par exemple vous décidez de faire des profondeurs de passe trop importantes ou vous positionnez mal les outils, le logiciel ne le gérera pas et vous allez arriver à un code qui va générer une case d'outils. Les collisions d'outils-pièces sont possibles. Attention, les collisions ne sont pas gérées. G simple va générer un code G, comme son nom l'indique. Il est généré dans un fichier ASCII.cnc qui peut être lu par n'importe quel éditeur de texte. La compilation utilise un panneau de contrôle qui comporte plusieurs zones. Tout d'abord une zone générale pour dire c'est quoi le corridor de sécurité dans lequel je vais pouvoir manipuler mes outils en dehors du bloc. Comment est-ce que je vais approcher ma pièce, comment je vais la percer, comment je vais la finir, quels sont les paramètres de finition, notamment les profondeurs de passe. Le logiciel G simple va générer le code pour usiner. On vous conseille de bien garder des super épaisseurs de finition. C'est une règle que l'on verra également sur les machines-outils à commande numérique. Ces super épaisseurs de finition permettent d'avoir un premier usinage et de laisser de la matière à enlever pour pouvoir faire une pièce aux bonnes cotes. Il est possible de visualiser les trajectoires des outils comme illustré ici, où l'on voit par exemple pour ce cadre-là la pièce en verre, ici, sur laquelle on va venir faire un surfaçage. Donc là, on a des passes. Et sur ces passes, on va créer par la suite un contournage pour pouvoir faire le bossage. Donc on va voir graphiquement les trajectoires des outils pour pouvoir faire l'usinage. Les traits rouges sont mentionnés comme étant des mouvements rapides, les traits jaunes comme des mouvements de fraisage. Voilà les différents boutons que vous allez pouvoir utiliser dans G simple, à la fois des boutons d'édition, des boutons de dessin, des boutons pour couper, pour faire des décalages, pour grouper, dégrouper, et des boutons d'exportation et d'édition. Je vous laisse regarder ces éléments-là. Là, ce sont des différents boutons de dessin, des boutons d'édition du projet, des boutons d'édition également pour refaire les dessins, et des boutons de génération de code. La connaissance de ces différents boutons par cœur n'est pas bien sûr à savoir pour l'examen, sachant que vous aurez certainement à l'employer lors de votre projet, donc c'est plutôt pour vous le présenter plutôt que de vous interroger sur la connaissance exacte de ces boutons. Je vous invite, pour approfondir, si vous le souhaitez, à lire les différentes lectures suivantes, le livre d'analyse numérique de Schatzman aux éditions Interéditions, le livre sur la modélisation et la construction de surface pour la CFAO de Jean-Claude Léon,
Les deux livres de Pierre Bézier de courbes et surfaces, édition Hermès en 86 ainsi qu'en 88 sur l'utilisation des courbes et surfaces. Et un livre en anglais de Jean-Jacques Rissler sur la Mathematical Method for CAD aux presses universitaires de Cambridge, édité en 92. Alors, ces différents livres sont à titre d'information si le sujet sur les mathématiques vous intéresse. Pour approfondir la coupe des métaux, et donc définir les profondeurs de passe, les vitesses de coupe, je vous invite à directement approfondir les lectures avec cette lecture. Voilà, cela termine le cours sur la CAO et la FAO. Je vous remercie de votre participation. Nous avons donc vu l'ensemble, une approche du pourquoi de la CAO, des concepts mathématiques associés à la CAO ainsi qu'à la FAO, et nous avons vu quelques commandes élémentaires de CAO et de FAO. Merci bien.